remercie quand même les deux traducteurs, Peyo et Antion qui viennent parler. Si toutefois il y avait besoin de leur service, ils font toujours un boulot remarquable. Merci à eux. Comme ça, c'est fait. Bon, bitz euskaraz agurtzeko, espero dut konferentzia hori biziki interesa izanen da. Denbora bidai bat eginen dugu. Donc merci à tous d'être venus. J'espère que cette conférence sera intéressante. On va vous proposer, à travers les différentes générations qui sont là présentes, une sorte de voyage dans le temps, mais c'est somme toute assez modeste comme propos. Deux petits mots pour commencer. La mobilisation, il y avait une affiche il y a une dizaine d'années de ça qui fleurissait un peu partout dans les villes du Pays Basque, toute verte avec écrit en blanc « Planète en danger, mobilisons-nous ». Et c'est vrai qu'au-delà de ce message subliminal, se mobiliser, d'accord, comment, pourquoi, avec qui? Parce que en fait, le avec qui est important puisque seul, on ne fait pas grand-chose. On peut faire des choses mais pas grand-chose. Et c'est vrai que ensemble, plus tard, on entendra dire qu'ensemble, nous sommes une force immense. Et la mise en mouvement de la société civile conditionne une force immense face à l'immobilisme des gouvernements. Un petit bond encore dans le temps, il y a 30 ans, enfin presque à un jour près, c'était le 9 novembre 1989. Certains d'entre nous étaient déjà là, certains s'en souviennent, d'autres pas, d'autres n'étaient pas encore là. C'était l'effondrement du mur de Berlin. Autre histoire qu'on ne va pas vous dresser ici, mais qui illustre quand même comment un mouvement populaire, un tsunami populaire peut changer radicalement les choses pour toute une masse de la population. Aujourd'hui, nous avons donc non pas 4 mais 5 personnes qui vont témoigner. Marie Toussaint, qui est là à l'écran, enfin c'est une vidéo donc qu'on va vous passer d'une dizaine de minutes à peu près. Ensuite, nous passerons la parole à Pierre Rucassi, qui est un ancien prof de mathématiques, à la retraite, bien mérité, un membre de la Ligue communiste révolutionnaire de 68 à 94, puis au PS de 94 à 2017. Et il a une particularité qui est assez rare aujourd'hui, puisqu'il fait partie des 150 citoyennes et citoyens qui ont été tirés au sort pour participer à la Convention citoyenne sur le climat animée par Cyril Dion. Et donc il nous expliquera dans les grandes lignes, en 20 minutes, à quoi servent les mobilisations sociales en général. Ensuite, on ne fera pas, non pas un saut dans le temps, mais peut-être un saut générationnel, puisqu'on passera la parole à Maïna et Romain, qui sont deux jeunes du mouvement climat, qui est né de la mobilisation internationale autour notamment de Greta Thunberg. Et on terminera avec Malika Perrault, qui est à la fois membre de BC, d'Alternativa et du mouvement Action non violente COP21, ANV COP21. Et qui nous dira quel enseignement tirer de toutes ces mobilisations, quelles en sont les limites et quelles en sont les perspectives pour l'avenir. Je me dois de rappeler quelques règles. La première, c'est si possible d'éteindre vos téléphones ou de les mettre en silencieux. La deuxième, c'est à l'attention des intervenants. Ils auront chacun grosso modo une vingtaine de minutes, donc soyez pas surpris si je passe pour celui qui brime un peu les gens, mais c'est aussi mon rôle de rappeler à chacun le temps qu'il aurait imparti. Donc je pourrais éventuellement, j'espère ne pas avoir besoin de le faire, mais être un peu pressant pour qu'ils aillent à l'essentiel. De manière à ce qu'il vous reste en fin d'après-midi un peu de temps pour un échange. Ça vous va ? Alors c'est parti. Bonjour Lourama, je suis Marie Toussaint, aujourd'hui eurodéputée EELV, mais aussi la fondatrice de l'association Notre Affaire à tous. Je regrette vraiment de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui. Je dois être en Finlande, où il fait -11 malgré le réchauffement climatique. Voilà, et pourtant c'est avec grand regret parce que je sais que vous, au Pays Basque, vous, à Lourama, vous développez des initiatives citoyennes qui permettent de faire changer le système en profondeur et on a besoin de ces citoyennes et de ces citoyens qui changent vraiment la donne sur les territoires. Donc un grand merci, un grand bravo à vous et j'espère pouvoir venir vous voir une autre fois avec grand plaisir.
Je voulais vous parler aujourd'hui de la justice climatique, mais aussi plus largement de la place que jouent les citoyennes et les citoyens, les entreprises qui polluent notre planète et les États dans la lutte pour la protection du vivant. Parfois, on a envie, quand on regarde l'état du monde, et je sais que vous en avez parlé et que vous allez en reparler ce week-end, quand on regarde l'état du monde, qu'on voit à quel point le réchauffement climatique s'emballe, quand on voit la crise profonde de la biodiversité, cette 6e extinction des espèces, quand on voit aussi qu'on a intoxiqué nos eaux, nos sols, nos forêts, nos bois, notre air, nos montagnes, tout l'ensemble du monde vivant, on a envie de baisser les bras, on a envie de se laisser aller. Et pourtant, et je sais que vous le savez également, on peut encore agir. On peut encore agir face à ces entreprises, elles sont quelques-unes seulement, 25 firmes publiques et privées qui sont responsables de 71% des émissions de gaz à effet de serre entre 1988 et 2015. Elles sont quelques firmes seulement aussi, ces grandes firmes de l'agroalimentaire qui répandent partout les pesticides, mais également les OGM et la malbouffe, et qui ont des impacts considérables sur la biodiversité et le climat partout autour de la planète. On a l'habitude, quand on regarde par exemple ce qui s'est passé cet été dans la forêt brésilienne, mais qui avait aussi lieu au Congo, dans la forêt indonésienne ou encore en Sibérie, on a l'habitude de dire c'est Bolsonaro, voilà, et pendant tout l'été on a blâmé Jair Bolsonaro pour ne pas protéger la forêt amazonienne. On a raison, le taux de déforestation au Brésil s'est démultiplié, a accéléré d'une manière extrêmement importante depuis l'arrivée de Jair Bolsonaro au pouvoir, mais c'est trop souvent oublié que des firmes, notamment des firmes européennes et des firmes françaises, jouent un rôle important dans la forêt amazonienne. Je vous ai parlé des firmes des énergies fossiles, je vous ai aussi parlé des firmes de l'agroalimentaire, et ces firmes-là, elles sont présentes dans la forêt amazonienne, comme un peu partout à travers la planète. Elles sont responsables d'une part considérable de la déforestation, et elles sont aussi responsables du fait que nous n'atteignions pas nos objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment du CO2, mais pas que. Et d'ailleurs, peut-être pour en revenir à l'affaire du siècle, qu'on a donc lancée avec notre affaire à tous et avec Greenpeace France, Oxfam France et la Fondation pour la Nature et l'Homme il y a près d'1 an, nous soulignons que la France n'atteint pas ses objectifs climat. Quand on dit ça, on regarde les trajectoires qui sont inscrites dans la loi de réduction sur le territoire intérieur. Et ce qu'on voit, c'est que dans le bâtiment, par exemple, on a plus de 20% au-dessus de la trajectoire prévue, mais c'est aussi le cas dans tous les autres transports, dans tous les autres secteurs, les transports, mais aussi l'agriculture. Mais ce qui est pire, c'est que quand on dézoome un peu, quand on regarde le schéma général, ce qu'on observe, c'est que la France émet en réalité de plus en plus d'émissions de gaz à effet de serre, malgré les engagements qu'on prend depuis au moins les années 90. Et ces émissions de gaz à effet de serre-là, elles étaient d'abord produites sur notre territoire, et puis petit à petit, on les a délocalisées, ce qui fait qu'en 2011, on comptait à peu près 9 tonnes d'émissions de CO2 par habitant en France, et qu'en 2018, on était à 11 tonnes d'émissions de CO2. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que le Salon Lourama, c'est un endroit où on voit que les citoyennes et les citoyens prennent même pas des décisions, mais des actions pour mettre fin à cet anthropocène, à cette dégradation importante de l'environnement, au réchauffement climatique, à l'emballement climatique, mais qu'on voit bien qu'il y a des responsables majeurs. Et donc, au-delà d'agir dans nos vies individuelles, ce qu'on fait déjà, en changeant notamment de mode de consommation, en allant consommer plus bio, en mettant fin aux pesticides, mais aussi en prenant des décisions dans notre travail. Je pense par exemple à ces 30 000 jeunes qui se sont engagés à ne jamais aller travailler pour des pollueurs. Je pense évidemment aussi à vous. Et puis je pense à Daniel Cueff qui a essayé d'interdire les pesticides sur son territoire. Voilà, donc on agit tous à plein de niveaux, mais par contre il y a des grands responsables contre lesquels il faut aussi qu'on se mobilise. Et si on se mobilise ensemble, on peut y arriver d'une manière beaucoup plus efficace. Et donc avant de vous parler de l'affaire du siècle, j'aimerais aussi vous parler des actions qui ont été lancées en justice contre Total en France. Total qui est la 19e pollueuse mondiale, ou encore Shell aux Pays-Bas, qui est encore plus haut dans le classement des grands pollueurs de la planète. Et aux Pays-Bas, c'est les Amis de la Terre qui ont entrepris cette action. En France, c'est notre affaire à tous avec plusieurs associations, ZEA Océan, Sherpa notamment, et puis une quinzaine de collectivités, et qui demandent à ces grandes firmes de
s'inscrire elles aussi dans la trajectoire de l'accord de Paris et elles aussi d'être des citoyennes comme les autres finalement et de se mettre enfin à protéger le climat, de se mettre enfin sur une trajectoire bien en deçà de plus de degrés Celsius. Ces actions-là, on peut les entreprendre que parce qu'on est ensemble, parce qu'il y a des dizaines de milliers de citoyennes et de citoyens aux Pays-Bas et en France à travers ces collectivités qui se disent qu'ensemble, on va pouvoir essayer de mettre ces entreprises sur la trajectoire d'une citoyenneté climatique, d'une citoyenneté environnementale, en gros, d'une citoyenneté de la Terre. Et ça fait écho, ça, à des mobilisations qui sont menées notamment en Amérique, beaucoup en Amérique du Nord, mais aussi avec cet agriculteur péruvien qui a porté plainte contre l'énergéticien hyperpollueur allemand RWE. Et ce qu'on voit, c'est qu'aux États-Unis comme au Canada, il y a de plus en plus de collectivités qui demandent à ces firmes de payer pour les dommages qu'ils ont causés sur leur territoire. Encore une fois, ça arrive parce qu'on est ensemble. Et de la même manière que les actions en justice climatique qui sont menées à travers le monde, elles marchent parce que des citoyennes et des citoyens prennent en main cette question-là et demandent à leurs États finalement d'être des citoyens réglementaires, comme nous, on nous demande d'être des citoyens modèles, de respecter toutes les lois. Et bien à notre tour, nous, citoyennes et citoyens, on demande aux États de respecter les lois. Au niveau de l'Union européenne, ce qu'on observe, c'est qu'aucun des États membres n'a aujourd'hui adopté de loi qui nous mettent sur la trajectoire de l'accord de Paris. Si on suivait la trajectoire de CO2 de l'Union européenne, on irait vers un monde à plus 3 degrés au moins. Et donc c'est une importance fondamentale aussi pour respecter les droits humains qu'on se remette sur des trajectoires qui permettent de protéger l'environnement et le climat. On a déjà gagné des victoires importantes. Aux Pays-Bas, évidemment, avec Urgenda et les quasi 900 citoyens qui avaient porté plainte contre l'État néerlandais, ce qui a poussé les Pays-Bas à être obligés, c'est une décision de justice, de rehausser leurs ambitions de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, et puis derrière avoir l'une des lois les plus ambitieuses sur le climat qui a été adoptée. Évidemment, on attend encore que ce soit... Enfin, voilà, on va être vigilant au fait que ce soit mis en œuvre, mais c'était une avancée fondamentale. On a aussi gagné au Pakistan, où là c'est un fils d'agriculteur qui a poursuivi son État pour violation du droit de ses parents à se nourrir et à exercer une activité économique. Là aussi, il a gagné, et c'est maintenant un conseil climatique qui met en place, qui a été nommé par le juge, qui met en place la politique climatique du Pakistan. On attend là aussi les résultats, tout ça, ça prend du temps, mais en tout cas, on sait que c'est une avancée importante pour que les États deviennent ces citoyens exemplaires qu'on attend qu'ils soient et protègent le climat. Puis on a gagné aussi en Colombie, avec là 25 jeunes qui ont réussi à la fois à obliger l'État et les régions à mettre en place des plans de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et des plans de lutte contre la déforestation, mais qui a aussi donné un statut légal à la forêt amazonienne, c'est les droits de la nature. Et ça montre que vraiment on peut avancer. Il y a une nouvelle gouvernance qui a été mise en place, un pacte intergouvernemental, pas intergouvernemental, un pacte intergénérationnel, c'est mieux, pour la vie dans l'Amazonie, qui réunit pour décider des projets qui sont développés sur le territoire de la forêt amazonienne en Colombie, à la fois des représentants du secteur public, des populations qui vivent dans la forêt, les jeunes qui représentent les générations futures et les scientifiques qui ont aussi une connaissance comme les populations locales sur la forêt. Et tout ça mis ensemble, ça fait faire irruption à la nature dans le débat public et désormais c'est avec la nature qu'on prend des décisions. Dans le monde, il y a d'autres endroits où des décisions comme celle-ci ont été prises pour les droits de la nature, notamment initiées par des citoyens. En Pennsylvanie, un homme a porté plainte au nom de la rivière Little Mahoning pour faire interdire le gaz de schiste. Et le gaz de schiste a effectivement été interdit, banni sur toutes les rives de la rivière Little Mahoning parce qu'on avait reconnu à la rivière Little Mahoning ses droits. Mais aux États-Unis, on a aussi reconnu des droits au Rio Manumine, et puis en Colombie, au fleuve Atrato, au Rio Magdalena aussi. En Inde, on a reconnu des droits grâce là aussi à l'action des citoyennes et des citoyens, à l'action des communautés locales, au Gange, du glacier à l'embouchure du fleuve. Vous savez que le Gange est 3000 fois plus pollué que les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Puis on a aussi des cas comme ça en Nouvelle-Zélande et dans de plus en plus nombreux endroits du monde. Donc nous, citoyennes et citoyens, on peut agir, on peut vraiment prendre en main notre destin, mais on peut aussi, parce qu'on est ensemble, parce qu'on s'allie les uns les autres, obtenir des victoires importantes. Et quand je parle de victoires importantes, en France, on a déjà eu des victoires qui étaient intéressantes pour le climat. On avait eu une décision d'un tribunal administratif sur le projet Europa City qui vient d'être abandonné et on s'en réjouit, on sera vigilant au projet qui sera mis en œuvre sur le triangle de Gonesse. En tout cas, on avait eu cette décision de justice qui dénonçait la non prise en compte des émissions de gaz à effet de serre induites par ce projet. On a eu une décision
du tribunal administratif sur la centrale à biomasse de Gardanne, où là aussi, le juge, la justice, demandait à ce qu'on tienne mieux compte des écosystèmes qui étaient impactés par les activités humaines. Et puis on a eu évidemment ce jugement magnifique à Lyon sur les décrocheurs de portraits, que je pense que vous connaissez bien, et qui disait qu'effectivement, décrocher un portrait pour interpeller le gouvernement et le pousser enfin à l'action face à l'urgence climatique, c'était un acte qui relevait de l'état de nécessité, c'est-à-dire de l'action nécessaire des citoyens face à une menace grave, et il n'y a pas de plus grande menace que l'extinction du vivant et de l'humanité sur cette planète, et une menace imminente, et on sait que la catastrophe climatique est déjà en cours. Donc ces actions, on peut les mener ensemble, on peut les réussir, on a besoin que les dirigeants politiques et les dirigeants économiques se mettent à l'action. C'est ce qu'on peut faire dans notre vie quotidienne, c'est ce qu'on peut faire ensemble dans les associations ou les mouvements citoyens, même spontanés. C'est ce qu'on peut faire aussi quand on est maire, c'est ce qu'on peut faire quand on est élu et qu'on est censé écrire et changer le droit. C'est aussi ce qu'on peut faire en portant des pétitions. C'était le cas de l'affaire du siècle, mais c'était aussi le cas, c'est aussi le cas des initiatives citoyennes européennes, où on peut demander à ce que des propositions soient véritablement étudiées. C'est le cas de la Convention citoyenne. Donc en se retroussant les manches, en se mettant toutes et tous ensemble, on peut faire vraiment évoluer les choses. J'espère que c'est l'état d'esprit qui vous animera ce week-end, et j'espère qu'ensemble, on inventera avec beaucoup d'imagination et beaucoup de solidarité les solutions pour faire face à l'urgence climatique et à l'urgence sociale. À très bientôt et bonne fin de festival. Bien, oui, je pense qu'on est tous là pour faire changer les choses. On va démarrer cette j'allais dire table ronde, mais cette table ronde, appelons-la comme ça, table carrée, merci Pierre, avec une question, somme toute, assez naïve de ma part, mais vous me pardonnerez toutes et tous. En fait, à quoi ça sert les mobilisations sociales en général ? À quoi ça sert ? Comment on avance ? Et puis Pierre, peut-être, si le temps nous le permet, avoir également un petit éclairage sur qu'est-ce qui se passe dans cette fameuse convention, dont nous sommes un certain nombre à attendre beaucoup. Avons-nous raison ou tort ? Merci de nous éclairer sur ces deux aspects-là. Tout ça en 20 minutes. Oui, bonsoir. Je dois donc vous parler des mobilisations. Je vais vous dire 2 ou 3 choses que je sais d'elles. Quand je dis elles, ce sont les mobilisations, effectivement. Mon exposé sera assez technique. Je n'aborderai pas le fond des questions, puisque ça a été fait déjà, et ça sera fait à la suite. Je vais vous dire tout de suite ce que je vais dire en résumé, en concentré. D'une part, je vais me poser la question de, quand on a une mobilisation, un mouvement social, un mouvement de masse, il s'appuie sur quoi ? Sur les intérêts communs que l'on défend, ou sur des valeurs que l'on défend. Donc c'est une première interrogation. Vous apportez la réponse que vous voulez, moi j'en apporterai une aussi peut-être, et nous verrons. Et puis deuxièmement, ce dont je veux vous parler aussi, c'est les mobilisations, à quoi elles servent ? Bon, ça c'est facile. Bonne question peut-être, mais c'est facile. Elles servent à gagner, à convaincre, à obtenir ce que l'on veut. C'est-à-dire elles remplissent un objectif. Mais entre 2 mobilisations, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un creux, parce que la mobilisation, elle ne garde pas son importance, sa densité, tout le temps. Elle part avec force, puis elle dure un petit moment. On espère qu'elle dure de façon croissante, parce que c'est plutôt une force montante qu'il faut créer. Et puis quand même, à un moment donné, c'est la fin de la mobilisation et on retombe dans le train-train quotidien. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe ? Quelle solution a-t-on ? Doit-on se décourager ? Doit-on abandonner ? Doit-on attendre de meilleurs jours, etc., etc. Donc vous avez aussi vos réponses à cette question-là, et je vais essayer d'en apporter une aussi pour ma part. Alors d'abord sur la motivation d'une mobilisation sociale. Est-ce que nous agissons, que nous mobilisons par intérêt,
ou est-ce que nous mobilisons, excusez-moi, par respect, par attachement à des valeurs? Eh bien, il y a deux sortes de mouvements. Un mouvement social large, comme l'est le mouvement syndical à son origine, à mon avis, se mobilise par intérêt. Parce qu'on défend les intérêts de la catégorie sociale, du groupe social, de la classe sociale, ou de la couche sociale, qui est attaquée par d'autres intérêts. Et on défend les intérêts de cette couche sociale-là contre les intérêts de l'autre, parce que on pense que la justice, le droit appartient à l'une plutôt qu'à l'autre. Et est-ce que c'est tout? Croyez-vous que c'est tout? Est-ce qu'on s'arrête aux intérêts que l'on défend? Si on s'arrête aux intérêts que l'on défend, on peut très bien tomber dans une vision corporatiste où on défend un intérêt immédiat sans tenir compte peut-être d'un intérêt général. À propos d'intérêt général, ça existe ce machin? Moi je prétends que ça n'existe pas. Parce que la société est faite de conflits. Il n'y a pas de contrat social préécrit. La société est faite de conflits. Et ces conflits-là mettent en œuvre des intérêts sociaux contre d'autres intérêts sociaux. Donc je ne pense pas qu'on puisse parler en termes d'intérêt général. Mais alors, qu'est-ce qui justifiera la défense de telle ou telle revendication? Eh bien, par exemple, non, je ne vous donne pas d'exemple. Vous avez en tête, puisqu'on vient d'en parler. Mais qu'est-ce qui suffira la défense de telle ou telle revendication? Eh bien, c'est un jugement politique qui est issu d'une discussion, d'une argumentation, et qui permettra discussion qui permettra de choisir qu'est-ce que l'on défend, comment on défend, est-ce que pour lutter contre le chômage de masse, on va réduire le temps de travail de chacun, c'est-à-dire faire une répartition du travail équitable et démocratique, ou est-ce qu'on va sortir du travail une partie de la population et les mettre au chômage, ou en expulser à l'étranger s'ils ont le malheur de ne pas être considérés comme français. Bon, quelle est la bonne solution? Bien sûr, si on a un peu de jugeote, on va prendre la solution démocratique. On va partager le temps de travail. Mais tout ça, ça se discute. Et est-ce que quand on a une activité politique, les choses sont semblables? Est-ce que dans une activité politique, on va s'intéresser aux seuls intérêts sociaux? Ben, il faut que ce soit les intérêts de tout le monde dans ce cas-là. Or, je viens de prétendre que l'intérêt général n'existe pas. Je pense que quand on veut répondre à un problème politique, on part des intérêts que l'on pense juste de défendre, mais on va au-delà et on se forge une espèce de philosophie personnelle, former des valeurs, des choses importantes auxquelles on croit ou que l'on veut défendre. Donc, un mouvement politique et donc un mouvement social doit aussi en tenir compte, parce qu'il est quelque part politique, pas au sens partisan, mais au sens d'une vision de la société. Eh bien, un mouvement politique doit se construire autour de valeurs, elles aussi valeurs qui sont issues d'une discussion et d'un jugement politique que l'on peut porter sur telle ou telle valeur. Donc, je pense que c'est ça très important, se mobiliser autour de valeurs. Et quand on a une liste de valeurs, alors si on est démocratique, on aura comme liste de valeurs liberté, égalité, fraternité, mais réellement, pas mise au fronton de la mairie, et ça sans y croire. On va se battre pour ça. Liberté, égalité, fraternité, solidarité, féminisme, écologie, altermondialisme, internationalisme, etc., etc.
défense de la diversité biologique, défense de la diversité linguistique. Bon, voilà les valeurs auxquelles on va se référer, me semble-t-il, puisque ça se discute. Et si on se réfère à ces valeurs, on ne va pas s'arrêter là, parce qu'il faut élaborer un programme si on a un mouvement politique à construire. Et ce programme-là va être la mise en place, la coordination entre différents droits qui permettront à tous les individus d'être reconnus en fonction du système de valeurs qu'on défend. Donc, des intérêts, on les dépasse en mettant au point des valeurs on les dépasse en les traduisant en termes de droits que l'on veut faire respecter. Bon, voilà un petit peu ce que je voulais dire sur la première partie. Deuxième partie. Combien? D'accord. Alors, voilà, deuxième partie, ce que j'ai annoncé au début. À quoi servent les mobilisations? Et ça, c'est assez facile à répondre, je crois. Mais à quoi servent... Que peut-on faire entre deux mobilisations? Bon, à quoi servent les mobilisations? À créer un rapport de force. Il y a des mobilisations électorales, il y a des mobilisations sociales. Mobilisation électorale, on crée un rapport de force par une campagne politique et on élit. C'est pas forcément toujours la meilleure solution, mais on prend position pour défendre un programme. Ça, c'est une première chose. Et puis, deuxièmement, entre deux mobilisations, donc on a créé un rapport de force. Mais la mobilisation allant sous sa fin, on se trouve à un moment donné où il faut reconnaître que soit on a perdu et on fera mieux la prochaine fois, soit on a gagné sur les revendications qu'on avait avancées, sur le programme qu'on avait avancé. Et dans ce cas-là, si on a gagné, on est reparti pour un tour parce que ça encourage. Les victoires encouragent, les victoires permettent de tirer des leçons, les défaites découragent et empêchent en général de tirer des leçons de ce qu'on vient de faire et du pourquoi on a échoué. Donc c'est donc important de remporter des victoires pour pouvoir en tirer les bonnes leçons. Mais la mobilisation s'arrêtant, malgré tout, qu'est-ce que l'on fait entre deux mobilisations? Alors d'abord, je veux dire que pour mobiliser, il faut partir de ce qui est en jeu. Est-ce qu'on est pour développer telle revendication ou au contraire en développer une autre? Il faut partir de ce qui est en jeu. Et puis ensuite, on choisit dans l'enjeu ce que l'on défend nous, quel objectif on a. On choisit un objectif, ce qu'on veut obtenir, ce sur quoi on veut gagner. Et enfin, on va choisir les moyens de notre action pour remplir cet objectif. On choisit les moyens de notre action pour la mobilisation. Mais entre deux mobilisations, que va-t-on faire? Comment va-t-on agir? Est-ce que, je disais, on met les armes au placard et puis c'est fini? On attend la prochaine fois que la mobilisation explose. Parce que parfois les mobilisations explosent pour des petites choses. Si, lors de la Révolution française, on avait dit au peuple de Paris que puisque la reine promettait des brioches puisqu'il n'y avait pas de pain, si on avait dit au peuple de Paris, allons à Versailles pour exécuter le roi, qui y serait allé? Personne. C'était pas le moment d'exécuter le roi. Bon, outre le fait qu'on est quand même pour la peine de mort, contre la peine de mort maintenant, mais à l'époque ça se posait différemment.
personne n'y serait allé. Qu'est-ce qui a fait que les gens y sont allés? Ils sont allés pour réclamer les brioches promises. Et comme ils n'ont pas trouvé, ils sont mis en colère. Donc la mobilisation est partie d'une petite revendication. Et cette petite revendication les a amenés à mettre en cause l'ensemble de la société et à abattre l'ancien régime. Et maintenant, une fois que cette mobilisation a eu lieu, je répète la question, parce que vous avez peut-être réfléchi, à quoi sert l'entre-deux mobilisations? Qu'est-ce que l'on va faire? Si on sort de la mobilisation sans avoir construit une organisation stable, permanente, eh bien, on a raté la moitié du travail que l'on devait faire. Parce qu'on doit sortir de la mobilisation en ayant construit ou développé ou renforcé une organisation permanente qui fait le pont entre deux mobilisations. Si on a une organisation stable, permanente, eh bien, on saura s'appuyer dessus pour enclencher la mobilisation suivante qui viendra à son heure. Une organisation stable entre deux mobilisations, c'est une mémoire. C'est la mémoire de la lutte que l'on mène, et c'est indispensable. Donc vous conclurez en disant, les mobilisations créent le rapport de force, mais pour l'entretenir, il faut construire une organisation stable, permanente, entre deux mobilisations, et c'est comme ça que la cause que l'on défend peut avancer. Merci. Merci Pierre. Garde le micro quand même, parce que sur la deuxième question de ton implication non souhaitée, en tout cas non intentionnelle au sein de la Convention Climat, on est quand même un certain nombre un peu curieux et curieuses de savoir qu'est-ce qui s'y passe, qu'est-ce qui s'y trame, et puis avoir simplement ton ressenti personnel. J'oubliais. Quand j'ai annoncé, au vu des coups de téléphone que j'avais reçus et des mails que j'avais reçus, que j'étais désigné pour participer à cette convention citoyenne pour le climat, c'est son nom officiel, les gens, tous mes camarades, tous les militants avec lesquels j'agis quotidiennement sur différents terrains, sont venus me féliciter. Mais non, je n'y suis pour rien. Je n'ai rien fait pour ça. C'est un tirage au sort. Ah, c'est un tirage au sort. Quel tirage au sort? Mais sur 45 millions de téléphones portables, on en a sélectionné 150. Et je suis tombé dedans. Et bien sûr, il faut bien que quelqu'un tombe dedans, même s'il y en a que 150. Bon, voilà. Donc j'étais désigné comme ça par ce tirage au sort. Donc je n'ai pas à être félicité, c'est comme ça. Mais un tirage au sort fait sur 45 millions de téléphones portables. D'après la loi des grands nombres en mathématiques, elle doit donner une représentation très fidèle, très précise de la population française. Donc, la Convention citoyenne pour le climat doit être vraiment très représentative de la population française. Donc, c'est quelque chose d'important. C'est important, mais c'est faux. Parce que 70% des contactés ont refusé. Soit parce qu'ils font partie du chiffre incompressible d'abstentionnistes, soit parce qu'ils étaient impressionnés, ils étaient pas motivés, ils s'en moquent, peu importe la raison, mais ils ne se sentaient pas à la hauteur, donc ils ont refusé. Donc ceux qui ont accepté sont représentatifs de la partie de la population qui est motivée par la lutte contre le réchauffement climatique. Donc il faut avoir bien ça en tête.
pour ne pas se tromper sur le sens des propositions qui seront faites. Je vais un petit peu sur le fond. La discussion a porté dès la première session, puisqu'il y a 6 sessions de 3 jours, de 2 jours et demi, vendredi, samedi, dimanche, une début octobre, une fin octobre, donc celles-là ont eu lieu, une à la mi-novembre, une début décembre qui va être sans doute reportée en janvier à cause de la grève des trains, une donc en début janvier mais qui va être reportée en fin janvier, et une en fin janvier qui va être reportée en février. Bon voilà. Ça c'est l'organisation pratique. Eh bien, dès la première session, donc début octobre, la question qui a été posée, et je n'étais pas le seul à le dire, c'était faut-il réglementer ou faut-il taxer? Si on taxe, il y a taxation et taxation. Il faut que ce soit des taxes qui fassent payer les riches et qui ait plutôt un caractère redistributif et qui ne fassent pas payer les pauvres plus que les riches. Donc il y a une discussion là-dessus. Et cette discussion-là, elle révélait la compréhension que l'enjeu de cette convention pour le gouvernement, oui, l'enjeu pour le gouvernement, parce que la convention est une commande faite par le gouvernement au Conseil économique, social et environnemental qui siège à Paris, au palais d'Iéna, où les conventionnels, c'est comme ça qu'on peut les appeler, les membres de la convention, les 150, sont invités, sont accueillis. Alors, si les choses sont un peu plus claires maintenant, on peut aller un petit peu au fond. Quel était l'enjeu pour le gouvernement? L'enjeu pour le gouvernement, c'était de légitimer la taxe carbone qui avait été rejetée par les Gilets jaunes. Gilets jaunes qui, au début de leur mobilisation, recueilliez l'assentiment de 70% de la population. Donc voilà l'enjeu. Au fond, c'est faut-il des moyens qui fassent payer les riches ou des moyens qui fassent payer les pauvres? C'est ça l'enjeu. Donc ça semblait assez clair, mais c'est pas partagé. Tout le monde n'a pas cette expérience-là de se poser la question quel est l'enjeu et qu'est-ce qui se passe derrière. C'est la session suivante, la deuxième session, celle qui a eu lieu fin octobre, qui a donné une réponse. Il y a en début de séance, des experts sont invités et sont auditionnés par les 150. Et puis ensuite, on travaille par atelier, par petit groupe d'une trentaine, pour discuter, comprendre, poser des questions, etc. On fait une synthèse. Cette synthèse est représentée en assemblée plénière, etc., etc. Et le vendredi précédent, donc, de la seconde session, le vendredi après-midi, puis ça commence à 14h, on a eu droit à 4 experts. Un haut fonctionnaire, qui est en fait le directeur des services au ministère de l'Environnement, 2 jeunes économistes et une économiste peut-être plus expérimentée. Mais leur façon de faire a choqué. Il y a eu une bronca qui a interrompu, comment s'appelle-t-elle, Kathleen Schubert, économiste spécialiste de l'écologie et du climat, qui avait intitulé son exposé « La taxe carbone, impopulaire mais nécessaire ». Je te propose qu'on va terminer peut-être rapidement. Donc, on pourra revenir après. Voilà. Et ça, elle a été interrompue. Il y a eu une bronca. Et on voit bien que... je pense que là, ils ont fait une grossière erreur.
qui vont essayer de rattraper, parce que le poids des dirigeants de la Convention, qui ne sont pas les 150, mais qui sont 15 personnes désignées par le gouvernement, avec l'accord du gouvernement, le poids sur les conventionnels est quand même non négligeable. Des gens qui n'ont pas d'expérience militante particulière, eh bien, sont sensibles au poids que représentent des experts, des personnalités. Donc c'est une bataille qu'il faut mener dedans pour maintenir la première victoire qu'on a remportée et aboutir à ce que le texte final soit un texte qui ne donne pas satisfaction au gouvernement et qui soit réellement efficace pour lutter contre le réchauffement climatique et le dérèglement du climat. Voilà. Merci Pierre. Et espérons que tu t'inspireras de ce qui se passe ici à l'Ourama pour insuffler la bonne parole au sein de ce groupe de la Convention Climat. On va passer la parole à Maïna et à Romain qui vont nous proposer un exposé sur le mouvement des jeunes pour le climat qui est né il y a un peu plus d'1 an. Exposé, je crois qu'ils vont faire à 2 voix. La parole est à vous. Bonjour à tous. Donc voilà, on va vous résumer en 2-3 mots la naissance du mouvement de la génération climat, comment elle est née, pourquoi, et son état actuel, son évolution. Donc comme vous le savez sûrement, le 20 août 2018, il y a Greta Thunberg, la jeune Suédoise, qui a commencé les grèves pour le climat tous les vendredis. Et c'est un événement qui a été assez médiatisé et qui a commencé à se répandre dans certains pays d'Europe. Mais maintenant, ils sont répandus partout dans le monde par des milliers de jeunes. Donc ce mouvement qui a commencé à émerger, des jeunes qui faisaient la grève tous les vendredis, s'appelle Fridays for Future. Il a été suivi notamment par les Belges qui ont commencé leur mouvement début décembre et ont organisé une grève le 24 janvier où ils étaient 35 000 à Bruxelles. Et c'est un peu cet événement choc qui nous a tous réveillés, notamment en Europe et surtout ici au Pays Basque, où des premiers groupes locaux ont émergé partout dans la France. Donc ce mouvement qui maintenant réunit des millions de jeunes a pour revendication première une prise en charge sérieuse de l'urgence climatique. Et je pèse vraiment mes mots quand je dis ça. C'est vraiment... Il y a plusieurs jeunes qui sont passés par des phases de déprime en voyant l'état climatique, notamment Greta Thunberg. Et c'est ces phases de déprime face à des centaines de scientifiques qui ont les solutions, qui en font part depuis 40 ans et qui ne sont pas écoutés, qui ont aussi réveillé les jeunes. Et c'est pour ça qu'est né le mouvement. Et comme le disait Greta Thunberg, si vous ne nous écoutez pas, écoutez-les, eux. Alors moi, je vais procéder à un petit rappel des chiffres sur la question du changement climatique. Donc il faut savoir que depuis la révolution industrielle à la fin du 19e siècle, on a une augmentation de la température moyenne qui a été enregistrée à plus 1 degré. Et les conséquences de ce degré supplémentaire, on les ressent grandement aujourd'hui. Donc la fonte des glaces, bien sûr, l'acidification des océans, qui retient énormément du dioxyde de carbone de l'atmosphère, la salinisation des nappes phréatiques et les événements climatiques extrêmes comme les feux de forêt, les inondations, les sécheresses, etc. Mais donc aujourd'hui, on est à plus 1 degré. Mais il faut savoir qu'on est sur une courbe qui est de plus en plus montante. C'est-à-dire que notre émission de gaz à effet de serre, elle augmente chaque jour. Et en continuant comme ça,
on va atteindre une situation qui sera plus viable pour personne. 1 degré, ça peut paraître peu pour certains, mais si on prend l'exemple du corps humain, le corps humain il a une température de 37 degrés. À 38 degrés, donc à plus 1 degré, on a de la fièvre. À plus 2 degrés, on a une forte fièvre. À 3 degrés, on est cloué au lit. Et à 5 degrés, on tombe dans le coma et on meurt. Donc tout ça, c'est pour dire que l'excédent de chaleur, on ne le ressent pas forcément, mais c'est tout l'organisme qui est perturbé, tout ce fonctionnement biologique qui ne va plus. Donc le problème du réchauffement climatique, on le connaît depuis assez longtemps. Donc on a commencé à en parler avec le sommet de la Terre à Rio. Et depuis, on n'a pas vraiment de mesures qui ont été prises, même s'il y a le GIEC, donc le groupe intergouvernemental d'experts sur la question du climat qui a été créé. Mais les dirigeants aujourd'hui n'écoutent pas, ne suivent pas les conseils prodigués par les scientifiques. Donc nous les jeunes, quand on nous apprend que des pays entiers vont être engloutis sous les océans, que des sécheresses sans précédent vont avoir lieu, qu'en 2050, 2 milliards de réfugiés climatiques, et il y aura 2 milliards de réfugiés climatiques sur la planète, qu'on assistera à la 6e extinction de masse, et bien, ce qui vient en premier, c'est la colère, la tristesse, peut-être un sentiment d'impuissance. Et donc nous les jeunes, eh bien, on veut pas rester inactif face à ça. Et donc on a décidé de se mobiliser parce que c'est pas un monde invivable qu'on veut laisser à nos enfants. Donc par rapport à la bataille climatique, ce qu'il faut savoir, tout d'abord, c'est que c'est la mère de toutes les batailles. Tout simplement parce que si on perd cette bataille-là, on perd toutes les autres. La bataille de la paix, par exemple, car le changement climatique va avoir une grande influence sur la relation entre les différents pays. La bataille des migrants, car comme je l'ai dit, en 2050, la Banque mondiale prévoit 2 milliards de réfugiés climatiques. La bataille de la pauvreté, parce que la population de l'Afrique va doubler en 2050, alors que la production agricole sera divisée par 2 à cause du réchauffement climatique. Devant cette vague de migrants, c'est sûr que les démocraties, ou les démocraties actuelles, ne pourront pas survivre tout simplement parce que on va être devant une telle masse de migrants, les gouvernements vont être obligés de militariser, afin d'empêcher voilà, la venue de personnes qu'ils ne désirent pas. Et pour un dernier exemple, la bataille du Basque, qui sera reléguée au second plan, parce que la bataille climatique va amener énormément d'autres batailles vitales à notre quotidien. Deuxièmement, elle se joue maintenant, car il y a plusieurs seuils de non-retour et des points de rupture qu'il ne faut vraiment pas atteindre. Pour donner quelques exemples, la fonte du permafrost en Sibérie, sur le cercle polaire, qui va relâcher énormément de méthane. Donc, le méthane a un effet très rapide et énorme sur le réchauffement climatique. L'effet albédo, qui est en fait la fonte des glaces et qui réduit la surface blanche sur la planète. Donc ça veut dire que vu que le blanc rejette la chaleur,
C'est-à-dire que tout simplement la Terre va absorber plus de chaleur venant du Soleil. Et les puits de carbone, tels que les forêts. Donc cette année, on a assisté à de plus en plus chaque année, on assiste à de plus en plus de feux de forêt, dû notamment à la sécheresse et au réchauffement climatique. Et donc ces forêts brûlantes, bien sûr, rejettent énormément de carbone. Donc ça, c'est des points de rupture qui sont surtout à ne pas dépasser entre 1,5 et 3 degrés par rapport au niveau pré-industriel. Et je vais passer la parole à Mina, je pense. Du coup, pour lutter contre tout ça, on a monté un groupe local au Pays Basque, fin janvier, début février, pour organiser la première grève du 15 mars, où on était plus de 1500. Donc au Pays Basque, on a plusieurs types d'actions. On peut avoir des clean walk, des nettoyages de plage. On éteint aussi des lumières. On fait des die-in, c'est-à-dire qu'on simule une mort avec une sirène pour montrer l'urgence. On l'a fait déjà devant la place de la mairie, au milieu des couloirs du BAB2. Donc voilà, on essaye comme on peut d'avoir des actions qui, on espère, font pression en nombre, car comme le disait monsieur, c'est le nombre vraiment qui fait changer les choses, c'est la masse et le rassemblement de tous les groupes locaux, parce qu'on est ici au Pays Basque, mais on est aussi des centaines de groupes dans toute la France, dans tout le monde, sur tous les continents. Et vraiment, pour vous donner un chiffre, le 27 septembre, on était 7 millions dans le monde entier à manifester dans les rues. Donc c'est par des petites actions pour l'instant qu'on arrive à faire bouger les choses. On a un fonctionnement de non-violence qu'on trouve très important, où même si on fait certaines actions au niveau national de désobéissance civile, on reste totalement non-violent, pacifiste. On a aussi un principe d'horizontalité, où on n'a pas de chef, pas de leader. Et c'est aussi ce qui fait notre force. On partage les projets, on est ensemble, et ça nous fait avancer. Et on distribue la parole à chaque personne. Donc là, je vous ai parlé au niveau local, mais on a aussi un réseau au niveau national. De par les réseaux sociaux, on arrive à beaucoup de choses, beaucoup de communication, mais on a aussi les assises. On en a déjà effectué 3 à Nancy, à Bordeaux et à Grenoble, où c'est un rassemblement de jeunes qui assistent à des formations, à des interventions de certaines personnes qui viennent, mais aussi surtout à des débats, à des discussions sur la stratégie, sur à quel niveau de violence et de non-violence, où est cette limite, sur nos valeurs, nos stratégies, voilà. C'est vraiment super important pour nous de se rassembler au niveau national pour discuter. On a aussi fait ça en Suisse avec un rassemblement international qui s'appelait Smile for Future, où des représentants du Pays Basque ont été allés aussi. On essaye dans nos types d'actions d'avoir des actions symboliques et des actions directes. Des actions symboliques, comme je vous les en ai parlé juste avant, où on essaye tant bien que mal de faire de la prévention, de discuter avec les gens pour qu'ils fassent des efforts au quotidien sur des toutes petites choses que tout le monde connaît, sur diminuer sa consommation d'énergie, se transporter avec des manières beaucoup plus saines, trier ses déchets. Voilà, je ne veux pas vous faire la liste, je pense que vous la connaissez par cœur, mais elle est essentielle si tout le monde fait ces petites choses. Mais malheureusement, ces petits pas ne font pas bouger
beaucoup de choses. Ils sont essentiels, mais malheureusement, les choses qu'on peut le plus changer sont des choses qu'on peut changer, que nous n'avons pas le pouvoir de changer en tant que citoyens, mais en tant que gouvernement, en tant qu'entreprise, on peut le changer. Et c'est pour ça que on va vers un moyen de pression, on va de plus en plus vers de la désobéissance civile. Et c'est notre objectif aujourd'hui, demain, d'aller de plus en plus dans cette bataille pour faire pression aux plus grands de ce monde. Donc ce qu'on fait aussi, c'est de la prévention. Donc on explique aux gens qui ne sont pas forcément éduqués à ça. Nous, on a grandi, nos parents nous ont énormément sensibilisés à la question du climat, de la biodiversité, etc. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, et on s'en rend compte malheureusement tous les jours. Et donc ce qu'on essaye de faire, c'est de la sensibilisation pendant les manifestations, entre autres, avec des affiches, de la communication sur les réseaux sociaux. Donc on essaye d'informer les gens le plus possible, parce qu'on estime qu'en fait, chacun doit être informé du problème, parce que c'est un problème qui nous concerne tous. Et oui, on a participé, notamment dans ce que je disais, dans la désobéissance civile, au mouvement XR, qui se développe de plus en plus, qui milite aussi comme nous. Donc on est aussi dans la... On se soutient aussi entre mouvements, entre luttes. On trouve ça très important. Il y a des mouvements interorgas qui se montent dans plusieurs villes, et on trouve ça important de lier toutes les luttes, car souvent à la lutte sociale, à la lutte climatique s'ajoute la lutte sociale. On a un poids qui est très important au niveau mondial, avec une lutte internationale qui grandit de jour en jour, qui se bat, qui baissera pas tant que des mesures concrètes ne sont pas prises. Et malheureusement, en France, on a de moins en moins de monde. Mais au niveau international, ça grandit, et on croit en ça. On croit au fait que la jeunesse se rend de plus en plus compte, notamment des inégalités, notamment dans les pays les moins développés, qui sont de plus en plus dans la précarité, qui sont touchés directement par les problèmes climatiques. Et on croit en ça. On croit à ce que la volonté de vivre est bien plus forte que la violence qui nous accable. Et aujourd'hui, on a encore espoir. Malgré l'accablement des chiffres, dès qu'on s'informe, on peut avoir une sorte de désemparement de la situation. Mais si on fait rien, on n'aura rien. Donc ce qu'on veut, c'est militer, c'est limiter le plus de tonneaux possible à cette voiture qui roule toujours plus vite. Et voilà, merci de nous avoir écoutés. Bravo Maïna et Romain, c'est vraiment très encourageant de voir des jeunes qui n'ont pas comme seule préoccupation leur niveau de jeu sur Fortnite. Donc vraiment continuez, et je vous souhaite le même succès que Fortnite, un jeu vidéo pour les plus anciens dont je fais partie, qui totalise près de 250 millions d'adeptes à travers le monde. Donc 7 millions, ça nous laisse encore un bon gap, mais on sera là pour vous accompagner. On va sauter une toute petite génération. On va passer avec Malika, qui a plus d'expérience quand même, et qui va nous faire un peu la synthèse de ces luttes et des apports de ces luttes et de ces nouvelles manières de militer, notamment autour du climat, et ses limites et ses enjeux aussi. Et je voulais rester, je pensais passer tranquille, peinard, la conférence assise, mais la jeunesse me fait lever. Egonon Deneri, et merci à Lourama pour l'invitation. Ça va, vous allez bien? Ouais? La pêche? Ok. Alors, moi, je vais parler de là d'où je me situe, c'est-à-dire du mouvement climat.
pour répondre à cette question de quand la société civile se mobilise. Et le mouvement climat, c'est un contexte hyper intéressant à observer, ça ne vous aura pas échappé. Depuis un an et demi, il est en train de vivre un véritable boom de mobilisation. On l'a vu au Pays Basque, en France, ça a commencé au moment où il y a eu la démission du ministre de l'Environnement de l'époque, Nicolas Hulot, qui a déclenché, bon, c'est pas lui, mais cette démission a déclenché une vague de premières marches pour le climat. Et ça, ce mouvement qu'on a observé au niveau hexagonal, au niveau local ici, s'est fait en parallèle de l'émergence au niveau international de nouveaux groupes qui se mobilisaient pour le climat, et donc notamment les jeunes qui ont commencé à faire grève tous les vendredis, de nouveaux groupes qui popularisaient la question de la désobéissance civile avec l'émergence de Extinction Rébellion dont on a parlé, et des marches monstres qui ont réuni des millions de personnes partout dans le monde. Et justement, donc là, on sort d'une année qui est complètement inédite. Inédite parce qu'on a des nouveaux acteurs, on a atteint une échelle qu'on n'avait jamais atteinte en termes de mobilisation, notamment autant de personnes qui se mobilisaient en dehors des agendas traditionnels des mobilisations pour le climat, c'est-à-dire les conférences qu'organisait l'ONU. Donc des millions de personnes qui se mobilisaient spontanément sur les questions climat. On a eu, autre fait inédit, la pétition dont parlait Marie qui a réuni 2 millions de signatures, ou encore 2000 personnes qui vont bloquer en désobéissance civile le site de la Défense. Et justement, là, en cette fin d'année, on peut un peu se donner un peu de recul et se demander où est-ce que ça nous a amené, quelles sont peut-être aussi certaines limites de ce mouvement climat et quelles possibilités ça nous donne. Donc, j'ai pas beaucoup de temps, donc je vais essentiellement développer autour de trois idées un peu fortes. La première, c'est que nous, le mouvement climat, c'est pas quelque chose d'homogène. Il y a différentes tendances et de nombreux acteurs. Donc nous, c'est BC, Action non violente COP21, Alternatiba, les Amis de la Terre. Sur cette question de la justice sociale, sur cette question du climat, on pense et on travaille à ça qu'on a besoin d'un mouvement radical de masse. Radical dans le sens où on a besoin de changer le système à la racine, puisque c'est ce système qui provoque le dérèglement climatique. Et on a besoin d'un mouvement de masse, et ça je vais développer un tout petit peu, parce qu'il y a deux raisons pour lesquelles, il y en a peut-être d'autres, en tout cas je vois deux raisons pour lesquelles on a besoin de ce mouvement de masse. La première, c'est la plus évidente, et elle a été mentionnée plusieurs fois, c'est que le nombre fait la force. On a besoin d'être nombreuses et d'être nombreux pour peser face à quelques dirigeants politiques, face à quelques dirigeants d'entreprises. Donc on a besoin d'être nombreux pour peser dans ce rapport de force. Mais il y a une autre raison qui nous vient peut-être en tête de façon moins évidente, c'est que on a besoin de faire ce changement avec les gens, parce que sinon on risquerait de le faire contre les gens. Alors peut-être qu'en effet, on pourrait enclencher ce changement de système avec un certain noyau. Mais en faisant ça, est-ce qu'on ne risque pas de laisser sur le carreau une certaine partie de la population ? Et nous, c'est le pari qu'on fait qui correspond à une certaine éthique politique qui est de se dire qu'on a besoin d'un débat collectif sur des choix de société et on a besoin qu'il y ait un maximum de gens qui adhèrent à un projet de changement de société, de changement de système pour qu'on aille vers justement un système commun. Donc ça, c'était la première idée. La deuxième, c'est qu'on considère qu'il faut marcher sur deux jambes. La première étant celle de la résistance, qui va même jusqu'à la désobéissance civile. On a besoin de résister, de s'opposer à des projets concrets. Le projet Europa City, c'est le fruit d'années et d'années de mobilisation de la société civile qui vient d'être abandonnée. On a besoin de résister face à des politiques qui sont climaticides. Et donc on va même jusqu'à la non-violence. Alors la non-violence, la désobéissance civile non-violente. Alors la désobéissance civile, on en parle de plus en plus, c'est quelque chose qui est revenu sur le devant de la scène, qui se pratique depuis très très longtemps. Et on peut se poser la question, est-ce que c'est pas un effet de mode ? Est-ce qu'on a vraiment besoin de désobéir ?
La réponse est oui. Alors, Marie l'a dit, effectivement, on peut mener des actions en justice, utiliser le droit pour faire changer les choses, et c'est primordial, et il faut le faire parce qu'on a besoin d'utiliser tous les leviers d'action qui sont à notre disposition. Mais il ne faut pas non plus se leurrer sur le fait que ce système, et on a besoin de détruire ce système, il ne va pas s'auto-détruire. Il est constitué d'un ensemble de socles, enfin d'un ensemble de normes, de lois, de politiques qui lui permettent de fonctionner, et il ne va pas s'auto-saboter. Et donc nous, on va devoir entrer dans une phase de résistance généralisée, dans une phase de non-coopération généralisée avec ce système, quitte à aller jusqu'à la désobéissance civile non violente. Mais est-ce que si on fait ça, ça va suffire ? La réponse est aussi non. C'est-à-dire que si on ne fait que résister, si on arrive à ébranler, à détruire le système, mais qu'on n'a fait que ça, on risque de se retrouver avec un champ de ruines. On ne se sera pas donné les garanties que ce qui va arriver après, ça ne va pas bénéficier aux forces réactionnaires ou ça ne va pas être la loi du plus fort. Et donc on a besoin de construire l'alternative. Et ça, c'est notre deuxième jambe, qui est justement peut-être moins à la mode, mais qui est fondamentale. C'est comment est-ce que on va construire avec les premiers impactés, ceux qui trinquent en premier, le système de demain. Comment est-ce qu'on va, donc c'est tous les enjeux dont on parle notamment à l'Ourama, comment est-ce qu'on va relocaliser l'économie, recréer le lien social, comment est-ce qu'on va recréer des nouvelles formes de solidarité, tout en diminuant drastiquement notre empreinte carbone. Et donc, on a un véritable besoin, on ne dit pas autre chose quand on dit, et on le dit beaucoup ici, qu'on a besoin de métamorphoser nos territoires. Et donc, au niveau local, c'est le projet de changement de territoire Bourouillabé, c'est ce qu'on fait quand on fait des monnaies locales, quand on fait une chambre d'agriculture alternative. Et la troisième idée forte, c'est que le rapport de force, ça ne s'obtient pas en claquant des doigts. Déjà, il faut voir que c'est un processus, qu'il y a un processus de radicalisation, puisqu'on veut un changement radical de système. Et on le voit bien aujourd'hui, on a besoin donc, que les gens soient déterminés à changer de système, et on voit que pour l'instant, ce n'est pas ça que veut la majorité des gens. On a dit notamment que... Par exemple, on a pu dire que les marches manquaient de radicalité. Mais en réalité, les marches, ça a été une porte d'entrée pour plein de gens qui, juste là, c'était... Excusez-moi, désolée. C'est pas grave, comme ça laisse aussi le temps à chacune et à chacun de bien intégrer l'ensemble des informations qui ont été, divulguées aujourd'hui. Si tu le souhaites, Malika, on peut éventuellement prendre quelques questions. Non, mais tu peux redémarrer de suite. Je vais continuer assise. En fait, il y a vraiment un gap générationnel. Je suis désolée, je suis hyper fatiguée. Donc voilà, on a pu dire, ah oui, mais les marches, est-ce que les marches ne manquaient pas de radicalité ? C'était le procès qui leur a notamment été fait. Mais en réalité, les marches, ça a été une première porte d'entrée vers la mobilisation pour plein de gens qui, peut-être jusque-là, ne s'étaient pas posé la question de se mobiliser pour le climat. Et donc, c'est notre rôle de politiser ces marches et de faire que les gens, peut-être, commencent par les éco-gestes, mais progressivement vont aller vers la volonté de changer de système. Nous, on l'observe au quotidien, on le voit, ce besoin de processus dans la radicalisation. C'est-à-dire que, là, on l'a vu, l'année dernière, les gens, on a organisé des nettoyages des agences de Société Générale, qui est la banque championne des énergies sales. Bon, voilà, on peut considérer que, donc c'est de la désobéissance civile, mais on peut considérer que nettoyer des agences avec une éponge, ça manque un peu de radicalité. Donc c'est pas hyper engagé, mais ça a permis pour plein de gens de mettre le pied à l'étrier de la désobéissance civile, et c'est ces mêmes gens qui, quelques mois après, alors qu'ils venaient tout juste de s'y mettre, ont commencé à décrocher les portraits d'Emmanuel Macron, et aujourd'hui on a 20 procès avec des gens qui risquent des véritables amendes.
Et donc, on voit bien l'importance du processus. C'était la première facette. La deuxième, et alors vraiment, elle n'est pas sexy, c'est que dans un processus, dans un mouvement social, dans les mobilisations, il y a une nécessité de préparation. En ce moment, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a un peu un mythe romantique des mouvements sociaux qui émergeraient spontanément, ou même des mouvements sociaux qui seraient déclenchés par un événement Facebook. C'est ce qu'on a raconté sur les premières marches climat. Mais en réalité, quand on observe comment ça se passe, le tsunami démocratique qui a été déclenché quelques heures après la condamnation des leaders catalans à des peines de prison ferme, il a été préparé minutieusement des mois et des mois en avant. Et même, il a été préparé des années et des années en amont par des organisations traditionnelles et moins traditionnelles. C'est la même chose avec les marches climat. C'est-à-dire que en septembre, il y a eu la première marche pour le climat qui a été lancée par un événement Facebook, par un citoyen dit lambda. Mais en réalité, il y a eu avant tout un travail de préparation du terreau de la part des organisations, un travail de pédagogie, etc. Et il faut voir où est-ce qu'on en était il y a quelques années. Il y a 5 ans seulement, on devait encore expliquer que plus 2 degrés, c'était pas une question de température ressentie. Donc il y a une nécessité de travail de terreau pour que justement les germes des mobilisations puissent prendre racine. Donc voilà, pour conclure, aujourd'hui, le rapport de force est encore faible. Évidemment, il y a encore un énorme travail à faire pour atteindre cette massification. Et ça passe notamment par changer l'acceptabilité sociale pour que ça ne soit plus possible de mener des politiques climaticides, de surproduction, etc. Et nous, notre rôle, et ça va rejoindre ce qui a été dit, c'est comment est-ce qu'on équipe les citoyennes et les citoyens partout sur les territoires pour qu'ils soient prêts quand il y a une goutte d'eau, à le transformer en tsunami. Et la goutte d'eau, c'est la brioche, c'est le prix du ticket de métro au Chili, ou c'est la démission de Nicolas Hulot. Et donc, comment est-ce que les citoyens vont s'emparer de ces étincelles pour en faire des tsunamis, et surtout, comment est-ce qu'on va réussir à l'orienter dans le bon sens pour construire la société que l'on désire réellement. Et ça suppose un travail souterrain, silencieux, qui n'est pas forcément sexy et dont on entend peut-être moins parler que des catastrophes actuelles ou à venir. Mais comme le dit l'adage, l'arbre qui tombe fait moins de bruit que la forêt qui pousse. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la forêt qui pousse, elle est très vaste, très déterminée et très organisée. Merci Malika. Il nous reste bien 25 minutes de temps d'échange. Donc on va passer dans la salle avec un micro. Vous pouvez évidemment poser des questions, si possible assez courtes. Vous pouvez faire des interventions, là aussi si possible assez courtes. Et indiquez bien éventuellement de qui vous souhaitez une réponse, si c'est une question destinée à une personne en particulier. Merci. Soyez pas timide, hein, même si l'exposé était d'une clarté... Allez, il y en a un qui n'est pas timide. Oui. Donc, Pierre et Malika, vous nous avez parlé de rapport de force. Romain, et ton prénom, j'ai oublié. Et Maïna, vous nous avez dit... vous avez parlé de bataille. Après, Malika, tu as dit c'est un système à abattre. Mais... En fait, moi, c'est un champ lexical auquel j'adhère totalement. Mais aujourd'hui, dans les médias, et par exemple la politique, le discours du gouvernement, c'est nous faire croire que l'écologie, c'est consensuel. On ferait de l'écologie souriante. Or, en fait, l'écologie, c'est pas un sport consensuel. L'écologie, c'est pas un sport de consensus, c'est un sport de combat. Et du coup, je sais pas comment on pourrait susciter l'adhésion du plus grand nombre à des mesures qui, oui, à un moment, peut-être qu'il faudra faire tomber des privilèges, quoi. Et ensuite, une deuxième question, plutôt pour Pierre, est-ce qu'à l'intérêt général,
qui n'existe pas? Est-ce qu'on pourrait substituer l'intérêt du plus grand nombre ou la défense des biens communs? Est-ce que l'une ou l'un d'entre vous se sent de répondre à cette question? L'intérêt de la notion d'intérêt général, même si elle repose sur rien, c'est de parler de l'ensemble de ce sur quoi on veut se mobiliser, d'avoir une vision d'ensemble et pas une vision parcellaire. Pour moi, la vision d'ensemble est donnée par la défense des droits universels de toute la population. Classiquement, dans l'ancien temps, on distinguait les luttes sociales et les luttes démocratiques. Je ne vais pas revenir trop en arrière parce que ce serait un peu long, mais à mon avis, il n'y a pas de différence entre les luttes sociales et les luttes démocratiques. Parce que les luttes sociales sont des luttes pour la démocratie sociale, pour la démocratie concernant l'emploi aussi bien que le climat, aussi bien que le droit des femmes ou les droits des nations dominées, enfin des peuples dominés. Donc je pense que la formule disant « nous devons défendre les droits universels, nous devons les faire respecter », c'est ça la démocratie, eh bien ça donne une vision d'avenir au mouvement social auquel on participe. Ta première question, c'était quoi? Au niveau du champ lexical, et en fait, pour sauver la planète et donc sauver l'espèce humaine, il faut une rupture radicale. Ah oui, oui, effectivement. Comment on dit aux gens, en fait? Parce qu'il va falloir faire tomber des privilèges. Oui, oui. J'approuve totalement la position que tu as défendue, à savoir que, enfin moi je la présente comme ça, à savoir que arrêter, stopper le réchauffement climatique, ce n'est pas quelque chose qui va obtenir l'assentiment de 100% de la population, mais disons l'assentiment des 99%. C'est-à-dire ceux qui marnent pour les 1%. Peut-être que ce n'est pas 99, ce sera 98 ou 90 ou 89, mais voilà. Une grande majorité quand même, mais pas avec l'accord de ceux qui tirent profit du système. Ceux qui tirent profit du système vont nous proposer des moyens qui ne les léseront pas, qui ne les gêneront pas et qui ne seront pas efficaces. Non, mais il y a effectivement tout un véritable enjeu à construire un récit dans la façon qui va nous permettre d'embarquer les gens dans la bataille. Et peut-être qu'effectivement, on va les faire flipper avec des discours sur l'effondrement ou alors le fait qu'ils vont perdre des privilèges, etc. Mais nous, on peut raconter une autre histoire qui est qu'il y a plein de gens qui peuvent bénéficier justement de la fin du système capitaliste parce qu'il y a aujourd'hui plein de gens qui en font les frais. Et donc, c'est aussi la possibilité de vivre différemment, de recréer des solidarités, de recréer du vivre ensemble, etc., qu'on peut dessiner ensemble. Par contre, sans tomber dans un certain angélisme qui voudrait que voilà, on abat ce système et celui d'après sera super. Non, là, il y a un certain nombre de dommages qui ont été faits qui sont irréversibles. Et donc, il faut aussi tenir un discours de vérité aux gens sur oui, là, on va trinquer. D'ailleurs, c'est pas nous qui allons trinquer le plus, hein, c'est les pays du Sud, les populations les plus vulnérables, mais qu'on a un impératif à agir et on a une nécessité à créer un avenir ensemble qui est solidaire, qui est équitable, qui est juste au sein de nos sociétés et entre nos pays. J'ai pas grand-chose à ajouter, je suis désolée, la réponse était plutôt complète pour moi. Il y a peut-être d'autres questions ? Oui, ok. Merci beaucoup pour vos présentations. Moi, je serais curieux de savoir si chacun dans vos mouvements, vous
considérez qu'il y a une mobilisation particulièrement importante au Pays Basque par rapport à d'autres régions? Et si c'était le cas, est-ce que vous sauriez pourquoi? Et si ce n'est pas le cas, c'est quoi vos enjeux pour mobiliser dans votre territoire, donc du coup ici? Je vous propose que Malika amène un premier élément de réponse, parce que comme elle est au sein de la coordination Alternatiba, donc elle a aussi la possibilité de voir en dehors du Pays Basque comment ça se passe. Puis comme je suis très démago, non évidemment au Pays Basque la mobilisation est très forte. Non mais par contre c'est pas que de la démagogie, c'est oui effectivement au Pays Basque c'est un véritable territoire un laboratoire d'innovation d'une certaine façon en termes de mobilisation sur le climat avec la chambre d'agriculture alternative déjà, avec la monnaie locale, le SCHCO qui est la première monnaie locale d'Europe. C'est aussi d'ici qu'est né Alternatiba, qui a déclenché un mouvement au niveau hexagonal et au-delà. Donc la mobilisation au niveau du territoire basque et sur la question climatique, elle est ancienne, elle est ancienne et elle est très vivace. Ancienne parce que, et je pense qu'il faut le rappeler, en 2009, il y a eu la conférence de l'ONU à Copenhague et ça a été un fiasco absolu. Or, beaucoup de gens y ont cru. Beaucoup de gens y sont allés, ont mobilisé, ont demandé des choses et en fait, ce qui en est ressorti était complètement lamentable. Et donc, il y a eu une gueule de bois post-Copenhague dans le milieu militant qui était hallucinante. Et les gens se mobilisaient plus justement sur les questions climat, sauf dans l'irréductible village bayonnais où du coup il y a eu le groupe BC qui lui est né et a trouvé son essor dans cette période-là. Donc ça, c'est pour le territoire basque. Après, ce qui est hyper rassurant, c'est de voir que la dynamique, elle prend partout sur les territoires, au niveau hexagonal et au niveau international, évidemment. Et avec un travail, celui que je décrivais, un peu souterrain aussi de préparation, etc. Donc c'est des choses qu'on ne voit pas forcément. Le travail d'organisation dont on parlait, qu'est-ce qu'on fait entre deux moments des mouvements sociaux. Mais voilà, que ce soit à Lyon, à Lille, à Marseille, à Nantes, à Paris, on voit les groupes devenir de plus en plus nombreux et s'attaquer à tout un tas de terrains. C'est-à-dire qu'à la fois, ils font des marches climat, à la fois, ils bataillent pour que leurs élus locaux changent les plans climat au niveau de leur territoire, à la fois, ils font des désobéissances civiles et ils vont décrocher les portraits de Macron. Donc, on a quand même un certain dynamisme, même si évidemment, pareil, il ne faut pas tomber dans l'angélisme, on est encore très loin d'être assez nombreux, etc. Je dirais que dans le mouvement climat, ça suit beaucoup ce modèle. Disons que sur toute la région Nouvelle-Aquitaine, on est le deuxième groupe local le plus présent, après Bordeaux. Donc ça montre qu'on est quand même un groupe local qui est assez présent. On est aussi le seul groupe local qui n'est pas assigné à une ville, mais à un territoire. Donc oui, nous on a vu à la première marche où on était plus de 1500 que oui, on était beaucoup, que oui, on avait du poids et que comparé au nombre d'habitants qu'il y a ici, c'est quand même considérable ce qu'on arrive à mobiliser, mais que pareil, c'est pas non plus quelque chose qui est énorme. Comment dire que le chiffre peut augmenter encore et on l'espère et les mobilisations qu'on a pour l'instant, elles sont bien, elles bordent de l'espoir, mais on espère qu'elles grandiront avec le temps. Oui. Les réponses qui viennent d'être données sont tout à fait justes. Ce qui caractérise le Pays basque, c'est le fait qu'il y a une lutte de longue haleine, de longue durée, pour les revendications nationales. Cette mobilisation-là, qui existe depuis longtemps, encourage d'autres luttes, parce que les luttes se soutiennent les unes les autres, même si ce ne sont pas les mêmes luttes.
parce que ça veut dire que les gens sont habitués à se poser des questions, à étudier la réalité, les choses auxquelles ils sont confrontés, et donc sont plus disponibles pour lutter que dans un territoire où il n'y a pas de lutte initiale, et où par hasard peut-être un mouvement peut être déclenché, mais c'est assez exceptionnel. Ce n'est pas exceptionnel au Pays Basque. Y a-t-il d'autres questions? Moi j'ai une question, oui. Est-ce qu'il y a, au niveau de l'agenda, est-ce qu'il y a des choses de prévues bientôt, des mobilisations, des nouvelles marches, une grosse grève, je ne sais pas. Il faut en profiter, là, c'est une tribune. Hein. Nous, on a notre prochaine grève qui est prévue le 29 novembre à Bayonne. Voilà. Alors ça sera une marche assez courte, suivie d'une désobéissance civile, et afin de pas répéter les manifestations pour pas perdre l'effet de masse qu'on avait au début. Pardon, j'ai essayé de me coordonner, mais c'est un échec. J'ai essayé de le faire discrètement. Je propose que si jamais il y a une date, ce soit Romain de Bissy qui l'annonce, parce que j'ai peur de faire une boulette, genre de dire une date secrète, etc. Du coup, nous, on organise une prochaine une Vélorution le jour de la journée mondiale pour le climat, le 8 décembre. Donc ça sera rendez-vous 10h30 devant la mairie de Bayonne pour aller rouler sur le boulevard du BAB qui est interdit au vélo. 10h30. Puisque les luttes se soutiennent mutuellement, il ne faut pas oublier que le 5 décembre, il y a une grève générale qui est prévue, d'une journée ou de plusieurs. Et peut-être que ça peut être le moment où tout démarre. Ou peut-être que ce sera une étape seulement. Je ne sais pas. Bon. Mais, Iker, en fait, bon, j'en profite. Je sors juste de mon rôle d'animateur de table pour évoquer un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Il y a une lutte qui est importante ici en Pays Basque et ailleurs. C'est le 15 mars et le 22 mars. Ce sont les élections municipales. Chacune et chacun dispose d'un bulletin de vote qui, je l'espère, ira le glisser dans l'urne. Moi, ce que je vous encourage à faire, c'est de choisir déjà des élus qui se seront engagés à mettre en place une véritable métamorphose écologique du Pays Basque. Pour cela, vous avez la possibilité, si vous êtes citoyenne, citoyen non engagé à l'échelle municipale, vous pouvez signer une pétition qui demande à ce que l'ensemble des candidates et candidates de mars 2020 s'engagent à signer un pacte de métamorphose écologique pour le Pays Basque. C'est rapide à lire, il est disponible sur le stand de Bissy ou sur le site internet. Il y a 7 mesures phares, mais qui transformeront profondément la société. Ce sera déjà le premier pas que le Pays Basque pourra faire. Enfin, premier pas, non, je me trompe. Un pas plus de géant, on va dire, qu'il pourra faire. Et ensuite, si vous êtes candidate et candidat déclaré ou pas, ou que ça vous titille un peu, ben, on vous attend aussi sur le stand de Bissy pour vous expliquer ce que c'est ce pacte et ce qui se trame derrière dans les prochains jours. Merci. Là, je suis un peu sorti du truc, mais... Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être arrêter. Eh bien oui, Iker, on va arrêter. Bon, un grand merci quand même. Moi, je regardais un peu de biais vu ma position, mais cette table qui est quand même, je trouve, super encourageante parce que, moi, je le disais un peu sous la forme de la taquinerie sur l'aspect intergénérationnel, mais c'est quand même porteur d'espoir de voir... 3 générations qui à chacun ont lutté sur différents sujets, qui ont obtenu des victoires, et on ne peut que espérer que le mouvement des jeunes puisse à son tour prendre son envol, et en tout cas vous pouvez compter sur nous.